إلى عدد جديد من برنامج تماس هذا المساء. يستقبل الدكتور جون لوي فايز اللي هو يعني مدير مجموعة من المصحات ديال الأمراض العقلية، وهو بسيكياتر اللي غادي نتكلموا معاه على موضوع الشغب، كيف ينتقل الشغب من الفضاءات الرياضية إلى الشارع من أجل المطالبة ب يعني بحوايج اللي ما عندهمش علاقة بالرياضة بتاتا، كغلاء المعيشة وغير ذلك. نتكلموا معاه على البطولة البلجيكية وعلى القرعة اللي وضعتنا مع المنتخب البلجيكي في نفس المجموعة. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Jean-Louis Feiz, psychiatre et directeur psychiatre dans plusieurs centres de santé mentale. Avec lui, on va parler de la violence dans les espaces sportifs. Jean-Louis Feiz, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Bienvenue sur notre antenne Radio Voltaire. Nous sommes heureux de discuter avec vous d'un thème dont les auditeurs posent beaucoup de questions. Mais avant tout, notre première question concerne le championnat de Belgique. Comment est-ce possible l'équipe de Saint-Gilles a dominé le championnat durant toute la saison, mais elle a laissé filer le titre au FC Bruges. Donc, quel est l'impact psychologique sur les joueurs du Saint-Gilles? Oui, je pense que comme tout supporter du football, on a été déçus de voir que le conte de fées de l'Union Saint-Gilloise ne se termine pas par le titre. Je pense qu'à part les supporters de Bruges, tous les amateurs de football espéraient que ce conte de fées se termine par le titre de champion. Alors, il y a sans doute plusieurs facteurs qui ont joué. Je pense qu'il y a sûrement le stress psychologique. Le championnat belge avec cette organisation, avec les playoffs, fait que tout se joue à la fin du championnat sur quelques matchs. Je pense que Bruges avait l'expérience de ces playoffs, savait aussi que physiquement, il fallait se préparer pour être au top durant le mois de mai, durant ces playoffs, et que sans doute l'inexpérience de l'Union Saint-Gilloise, plus le stress, quelques défaillances individuelles au niveau des attaquants de l'Union Saint-Gilloise ont fait que ce championnat a basculé durant les playoffs. Voilà, c'est l'expérience et la maturité des Brugeois qui, en fin de compte, a fait la différence. Jean-Louis, est-ce que vous êtes pour ou contre ces playoffs? Au départ, on était tous un petit peu contre, parce que c'est vrai que les playoffs, ça a quelque chose de pas très playoff, justement, de pas très sportif. C'est-à-dire qu'avant, les championnats se jouaient sur 30 matchs ou 32 matchs en fonction du nombre d'équipes. Et puis, voilà, c'était le meilleur du championnat qui était champion. Maintenant, force est de constater que chaque année, ces playoffs remettent un peu de suspense, remettent de l'émotion. Là où, si par exemple, on prend le championnat français ou allemand, au mois de février, on sait qui est champion. Ici, le playoff, effectivement, ça remet de la compétition et ça remet de l'émotion jusqu'à la fin, avec des matchs en jeu. Donc, il y a quand même si en soi, comme sportif, on peut être contre le principe, en soi, il y a quand même chaque année beaucoup de plaisir à voir et à suivre ces playoffs. Un grand supporter du Standard de Liège que vous êtes, le Standard cette année nous a surpris. À votre avis, quelles sont les causes qui ont fait du Standard une équipe faible, entre parenthèses? Oui, non, faible, c'est le bon mot. Je pense pas que ce soit exagéré de dire que le Standard a été mauvais, faible, médiocre cette année-ci. Je pense qu'il termine vraiment à la place qu'il mérite. L'explication, c'est une mauvaise gestion sportive depuis des années. Depuis des années, on voit bien qu'année après année, le niveau de l'équipe,
le niveau de la gestion sportive diminue, ça se dégrade, malgré les supporters qui restent fidèles au club. Bon, voilà, alors à ça s'ajoutent des difficultés financières. Oui, c'est une mauvaise gestion, une mauvaise direction. Donc, en tant que supporter du Standard, on peut qu'espérer que les nouveaux propriétaires du club relancent un petit peu la dynamique et refondent ce club, un grand club de Belgique, ce qui doit être le cas. Enfin, Liège est une grande ville, c'était quand même le club phare de la région wallonne. Bon, avec le Sporting de Charleroi, diront certains, mais c'est quand même un des grands clubs historiques de Belgique. Donc, ce serait bien que le Standard reprenne un peu la place qui doit être la sienne, quoi. Première question du public de Hassan d'Anderlecht qui se pose la question sur Anderlecht. Est-ce que le départ de Compagnie ne va pas affaiblir le Sporting d'Anderlecht? Ça, c'est la bonne question. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont supporters d'Anderlecht et les avis sont très partagés. Il y en a qui sont restés fidèles à Compagnie, surtout à la personnalité de Compagnie, à ce qu'il a représenté pour le club. Et puis, il y en a d'autres qui étaient quand même beaucoup plus critiques, qui pensaient qu'après 3 ans de process, pour reprendre le terme de Compagnie, qu'après 3 ans où Compagnie a pu quand même un peu décider de tout là dans le club, il pensait quand même que les résultats seraient meilleurs que terminer 3e à 20 points de Bruges, battu 4 fois par l'Union, sorti en Coupe d'Europe par Vitesse. Quand on fait le bilan purement sportif de la dernière année, c'est quand même pas brillant. En plus, il y a 3 ans, l'idée c'était de faire évoluer beaucoup de jeunes. Je pense qu'à part Verskar, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont été titulaires plus de 5-6 fois cette année à Anderlecht. Donc, ça a quand même été une année sportivement pas évidente pour Anderlecht, là aussi avec des difficultés financières, donc là aussi avec des moyens financiers qui ont été limités. Donc les avis sont un petit peu partagés. On va voir si Mazou va faire mieux avec son staff technique. Mais de toute façon, il faut je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer l'importance de l'entraîneur. Je pense que c'est quand même d'abord la qualité des joueurs qui font l'importance d'une équipe. Et puis effectivement, l'entraîneur doit amener sa touche, mais si la qualité n'est pas présente parmi le noyau des joueurs, votre entraîneur, il a des moyens quand même limités, quoi. On va passer au diable maintenant. Ouais. Balayé par l'équipe hollandaise. Est-ce que, à votre avis, le début des reines et des diables? Oui, je pense que clairement, c'est la fin d'une génération. Cette défaite contre les Pays-Bas, on la sentait peut-être un peu venir. Voilà, c'est une génération qui se termine avec beaucoup de joueurs qui sont même en difficulté dans leur propre club. Je pense à Hazard ou Lukaku ou même des Witsel ou des Meunier. Tous ces joueurs arrivent à un certain âge et sont en difficulté dans leur club. Donc, du coup, ils jouent moins. Donc, du coup, ils sont moins affûtés quand ils arrivent en équipe nationale. Et il y a une nouvelle génération qui n'est pas du même niveau. Voilà, donc d'où le dilemme de Martinez de dire est-ce que j'aligne encore mes anciens en espérant que dans 6 mois au Qatar, ils parviennent encore à un bon résultat, ou est-ce que je jette dans l'arène des jeunes qui n'ont jamais prouvé qu'ils avaient ce niveau-là, donc c'est une période difficile, mais comme on connaisse toutes les équipes qui ont une génération dorée et puis qui arrivent au bout de cette période-là, quoi. Mais probablement, c'est prématuré de douter sur les capacités de ces diables. Il faut attendre le match de demain contre la Pologne pour se faire une idée. Oui, bien sûr. On verra déjà un petit peu ce que Martinez va faire. Visiblement, les interviews qu'il a données dans les médias aujourd'hui, il continue à soutenir ses joueurs, ses anciens, en disant qu'effectivement c'était prématuré. Je pense qu'à 6 mois d'une nouvelle Coupe du Monde, il a plus le temps d'expérimenter. Il a plus le temps d'essayer une nouvelle défense ou d'essayer de changer tout son système de jeu. Donc,
peut-être qu'il n'a pas beaucoup d'autres choix que de soutenir les vieux et d'espérer qu'un Lukaku, un Hazard, un Witsel parviennent encore à avoir un niveau correct dans 6 mois. Justement, de cette Coupe du Monde, le tirage au sort nous a mis avec la Belgique, la Croatie et le Canada. Est-ce que Ouais. les Belges font vraiment peur, euh, par exemple, au Maroc? Ah, je pense que s'ils élèvent pas leur niveau de jeu, s'ils jouent comme ils ont joué contre les Hollandais, ils doivent avoir peur de tout le monde. Et que le Maroc, là, ils ont un petit peu raté leur dernier match amical, visiblement, contre les États-Unis. Mais pour avoir suivi un peu la Coupe d'Afrique, il y a quand même beaucoup de bons joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît en Belgique, Tissoudani, Amala, tout ça. On sait que c'est des joueurs de qualité. Donc, je pense que à l'instar de l'Algérie qui a souvent pas fait des bonnes Coupes du Monde, je ne vois pas pourquoi ce noyau-là du Maroc ne pourrait pas faire des surprises et séduire au Qatar et poser des gros problèmes à l'équipe belge. Ça, j'en suis persuadé. Nordin, tu peux intervenir si tu as des questions. Euh, la question, Jean-Louis, il y a plusieurs joueurs qui ont dépassé les trentaines. Comment l'entraîneur va se comporter avec ce problème et, à votre avis, comment l'équipe adverse, notamment les Lions de l'Atlas, vont gérer leur match contre une équipe dont l'âge dépasse les trentaines, quoi. Oui, il n'y a pas de miracle. Le point faible pour le moment de la Belgique, c'est clairement la défense, avec des joueurs qui étaient des bons joueurs, mais qui n'ont jamais été très rapides non plus. Vertonghen, Alderweireld, c'est certainement des bons joueurs qui ont fait de très belles carrières, mais c'était souvent en compagnie ou Vermaelen qui venait compenser par un peu plus de vitesse, par un peu plus de placement, qui venait stabiliser, solidifier cette défense-là. Bon voilà, Vermaelen compagnie, c'est fini. Donc on en essaye des nouveaux, comme Boyata, comme Jason Denayer, et on voit qu'effectivement, ils n'ont pas la qualité de Vermaelen, qui a quand même joué à Barcelone, ou de compagnie, qui a fait la grande carrière qu'on sait. Donc on peut pas reprocher à ces joueurs-là de ne pas avoir le talent de compagnie. Donc, je pense que les problèmes, ils sont là, les faiblesses de la Belgique, ils sont là. Donc, c'est au Maroc à profiter de ces faiblesses-là. Et c'est sûr qu'un petit Soudani, par exemple, qu'on connaît bien, il risque, avec sa vitesse et son explosivité, de poser des grosses difficultés à la défense belge, qui est plus lente, qui est plus statique, qui doit un peu compenser par le placement un manque de vitesse et un manque d'explosivité. Il y a deux autres sélections à ne pas négliger non plus. Pardon? Oui. La question, Jean-Louis, on focalise sur les Diables et la Croatie. On oublie cette sélection de Canada qui a réalisé de bonnes performances. Oui, bien sûr. Bien sûr. La Croatie, je crois que c'est un peu le même problème que la Belgique. C'est une bonne génération, des Modric, des Perisic, mais qui sont aussi peut-être au fin, à l'automne ou à l'hiver de leur carrière. Le Canada, on connaît pas, mais on sait qu'effectivement, vous avez été
avez fait l'expérience du niveau des États-Unis récemment. Ben voilà, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale arrive à avoir un très bon niveau de football, à la fois de combiner l'aspect physique et l'aspect beaucoup plus technique. Et donc, c'est vraiment des équipes qui ne sont pas du tout à sous-estimer. Et je pense qu'il y a plusieurs joueurs canadiens d'ailleurs qui jouent dans le championnat européen. Donc, ça montre que l'époque où ces pays-là étaient des petites équipes, ça c'est fini. Tous ces matchs-là seront des matchs difficiles. Il faut aborder très sérieusement, naturellement. On va passer maintenant au sujet d'aujourd'hui, la violence dans les espaces sportifs, notamment dans les stades de football. Faut-il avoir peur d'aller dans un stade de football pour suivre un match par peur ou par crainte d'être violenté par l'un ou l'autre spectateur? Est-ce que les stades de football aujourd'hui deviennent des zones de non-droit? Non, j'irai pas jusque-là et je dirais pas que ça devient des zones de non-droit. Il y a, y, a, y, a, y a depuis très longtemps des phénomènes de violence dans les stades de sport et spécifiquement dans les stades de football. Hein, quand on relit un petit peu l'histoire des hooligans et de la violence dans les stades, on voit que, par exemple, avant la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup de violence au football. Et puis, entre les deux guerres, entre 14-18 et 40-45, ça s'est calmé. Et puis, les choses ont fortement repris dans les années 60-70. Puis, il y a eu le drame du Heysel en 85. Et puis, il y a eu un apaisement, effectivement, fin du XXe siècle, dans les années 90 et 2000. Et maintenant, il est vrai que depuis quelques mois, quelques années, on voit que des phénomènes de violence réapparaissent un petit peu partout, que ce soit en Belgique, en France, en Angleterre, etc. Donc, c'est pas que ça devient plus violent. Je pense que ça a été beaucoup plus violent dans les années 60 et dans les années 70, mais il y a effectivement un phénomène qui réapparaît. On pensait qu'on avait éliminer définitivement le problème de la violence. Et force est de constater que depuis l'année passée ou depuis un an ou deux, il y a beaucoup de violences qui réapparaissent, entre autres dans les stades belges. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir peur? Non, moi je vais avec toute ma famille, avec tous mes enfants régulièrement au football. Je ne peux pas dire que j'ai peur. Maintenant, il y a des règles à respecter. Si je suis, pour prendre un dernier exemple, si je me promène à Genk, au milieu des supporters de Genk, je ne vais pas me promener là avec mon écharpe du Standard, hein, parce que ça va être vécu comme de la provocation. Donc, il y a un minimum de règles à respecter, il y a des choses un petit peu, des ambiances à sentir. Parfois, on sent que l'ambiance est un peu plus tendue, donc on est un peu plus attentif. Mais ça ne m'empêche pas d'aller avec mes enfants au football, en tout cas. Mais derrière chaque violence, Jean-Louis, il y a une injustice. Euh, oui, non. Souvent, ça peut être de l'arbitrage, par exemple, comme de... ouais. Mais souvent, les sociologues distinguent la violence spontanée et la violence qui est préméditée. Hein. La violence spontanée, c'est effectivement, voilà, on est un peu débordé par ses émotions, on est déçu du déroulement du match, on est déçu par la prestation de ses joueurs ou par les décisions prises par l'arbitre. Et là, voilà, on se laisse dépasser par les émotions et on peut vivre les choses comme une injustice. Et alors, parfois, devenir violent à un certain niveau. Ce qu'on voit quand même dans le football parfois, c'est qu'il y a une violence préméditée. Quand je vois les images, par exemple, les dernières images des supporters de Molenbeek là, à Serein, ben, les gens ils viennent avec une cagoule au football. Donc venir avec une cagoule au football, c'est quand même qu'on imagine déjà qu'il va y avoir de la bagarre, voilà. Moi, je ne vais pas avec une cagoule au football pour voir un match de foot. Hein. Donc, je pense qu'il y a une violence qui est effectivement spontanée, il y a parfois une violence qui est préméditée, des gens qui ont envie de se battre, qui ont envie de la violence et qui savent que les terrains de football peuvent être un espace qui permet ça. Hein. Donc, je pense que ça, c'est quand même important de faire la différence entre les deux phénomènes. Est-ce que la violence dans les stades de football n'est pas
une des causes du dysfonctionnement de la famille, de la société en général? Oui, oui, les causes de la violence, les causes de la violence en société, elles sont multiples, et les causes de la violence dans un stade de football, elles peuvent aussi être multiples. Alors, il peut y avoir des facteurs liés à la famille, un manque d'éducation, il peut y avoir des facteurs liés aussi au club, un manque d'organisation, un manque de concertation entre les responsables du club qui sont responsables de la sécurité et les clubs de supporters. Il peut y avoir des facteurs sociologiques. On voit bien que souvent les hooligans ou les gens qui sont violents dans les stades appartiennent quand même à des classes plutôt sociales, plutôt défavorisées ou des classes moyennes, bien que parfois on est très étonné aussi de voir qu'il y a des professions libérales, hein, qu'il y a des médecins ou des avocats parmi les gens qui provoquent les troubles dans les stades. Donc il faut pas faire des clichés, il faut pas généraliser non plus d'un point de vue sociologique toutes ces personnes-là. Et donc elles sont multiples les causes. C'est sûr qu'en Angleterre, ils ont un petit peu résolu ce problème-là dans les années 80-90 en modifiant fort les stades, hein, en les rendant beaucoup plus confortables, en enlevant les grillages, etc., mais aussi en augmentant les prix des places. Hein. Ça veut dire que les classes sociales plus pauvres, ben, ils suivent maintenant les matchs de football dans les cafés, dans les pubs anglais. Hein. Ils savent plus payer un ticket pour aller voir Chelsea ou pour aller voir Manchester United. Donc, il y a plusieurs causes, mais c'est sûr que l'éducation fait partie ou le manque d'éducation est sûrement une des causes qui peut expliquer ça, ouais. Parce que chez nous, par exemple, dans tous les stades du Royaume, il y a des mineurs non accompagnés qui suivent des matchs dans tous les stades, parfois sans payer. Elles demandent aux gens de les faire rentrer avec eux. Est-ce qu'un mineur a sa place dans un stade de football? Oui, moi je pense vraiment que oui, mais de nouveau, il faut qu'il fasse un petit peu attention, mais oui, je pense que oui. Et j'ai été voir en Champions League cette année-ci Lille-Chelsea, à Lille. Eh bien, l'ambiance était excellente. Et les supporters étaient mélangés. Et les supporters de Chelsea qui se retrouvaient au milieu des supporters de Lille, ils pouvaient manifester leur joie quand il y avait un but de Chelsea. Et c'était tout à fait accepté par les supporters de Lille, qui étaient très accueillants. C'était très bon enfant. Donc, oui, moi, je pense pas. Écoute, un jour, j'étais voir un match à Rabat-Casablanca. Il y avait quand même aussi un peu de tension dans le stade, quoi. C'était quand même un peu tendu aussi. Donc, voilà. De nouveau, ça dépend des stades, ça dépend des tribunes, ça dépend un petit peu des ambiances, ça dépend des matchs. Ouais. Par exemple, aller à l'Union Saint-Gilloise, je pense qu'un mineur pourrait aller avec ses copains voir un match à l'Union Saint-Gilloise en toute sécurité. Est-ce qu'on remarque aussi dans nos stades, c'est euh, parfois les slogans du public changent et on entend des revendications sociales, par exemple. Qu'est-ce qui fait que ce public change de slogan dans un espace sportif et pas dans la rue? Ouais, mais ça a toujours été, hein, les stades de foot. Ben, c'est un lieu d'expression publique et populaire. Et donc, il y a toujours eu un mélange de revendications sociales, de revendications politiques. Un des plus beaux exemples, naturellement, c'est le stade de Barcelone, où sous Franco, sous la dictature de Franco, eh ben, le stade de Barcelone était un des seuls endroits où vous pouvez parler catalan. Hein. Et si vous allez voir un match du Barça, ben, ça commence par les chants traditionnels catalans au début du match. Donc, il y a toujours eu
ce mélange, voilà, c'est un endroit public où les gens se rassemblent et ils revendiquent, ils ont parfois des revendications sociales ou politiques et c'est l'endroit où ici ils peuvent les exprimer. Il y a une question d'un auditeur. Est-ce que la gestion d'un match doit être réalisée par des stewards ou par la police? Alors, en Belgique, pour que ça se passe bien, il faut une bonne collaboration, une bonne concertation entre les stewards et la police. L'avantage des stewards, ben, c'est que souvent ils connaissent les supporters, ils connaissent les clubs de supporters, et donc parfois dans des moments un peu chauds, ils peuvent un petit peu calmer les choses, etc. Maintenant, à partir d'un certain moment, très vite, on voit que parfois les stewards sont débordés, et alors ils peuvent faire appel à la police. Hein. Euh, Par exemple, les stewards, la loi belge dit qu'ils peuvent se limiter à une palpation superficielle. Donc, ils ne peuvent pas fouiller quelqu'un comme la police. Par contre, ils peuvent, comme ils font souvent à l'entrée du stade, faire une fouille un peu superficielle, hein, mais pas plus que ça. Parce que ça, c'est de l'ordre de la police. Il faut vraiment une fouille en tant que telle, vider les poches, etc. Il n'y a que la police qui peut faire ça. Donc, je pense que cette concertation entre stewards, qui sont là pour faire de la prévention, qui connaissent les gens, qui sont là pour rappeler un peu les règles, et puis la police, quand les choses prennent une autre ampleur et quand les stewards sont débordés, je pense que c'est le bon système. Il faut juste que les stewards, eux aussi, étaient bien coachés, savent ce qu'ils doivent faire, quel est leur rôle, et que dès qu'ils sentent qu'ils sont débordés, qu'ils n'aient pas peur de faire appel aux forces de l'ordre pour une intervention un peu plus autoritaire. La question de Soad qui demande, je reviens vers toi, Nordin. La question de Soad qui se pose la question, est-ce que l'expulsion d'un fauteur de troubles d'un stade de football suffit pour qu'il ne récidive pas? Alors, euh, alors très clairement, la répression seule ne suffit pas. Tous les pays qui ont un peu réussi à calmer le phénomène des hooligans et des émeutes, c'est quand ils ont combiné répression et prévention, c'est-à-dire une meilleure collaboration avec les clubs de supporters, quand ils ont concerté plus les clubs de supporters dans l'organisation, voilà, et en permettant quand même parfois, comme au Standard, les tifos, certains fumigènes, etc., etc. Donc euh, rien que les sanctions, ça ne suffit pas. Maintenant, quand les gens sont interdits de stade, là, il faut effectivement aussi que la répression soit efficace. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui sont interdits de stade et qui parviennent encore d'une manière ou d'une autre à rentrer dans les stades. Donc ça c'est quand même pas tolérable. Hein. Si les gens sont interdits de stade, il faut que cette sanction soit respectée et soit appliquée. Est-ce que le Donc, huis clos, par exemple, résout en partie la violence? ouais, le huis clos, oui, parce que voilà, ça peut inciter certains supporters à calmer des autres supporters. Donc, parfois, oui. Maintenant, si le huis clos est trop souvent appliqué, ben, ça perd aussi un peu de son utilité. Et alors, on punit toujours des gens qui ne sont pas tout à fait responsables. Voilà. Est-ce que moi, comme supporter, je suis vraiment responsable du comportement d'un autre supporter du même club? C'est une question difficile. Hein. C'est comme les punitions collectives dans les classes parfois. Est-ce que ça a du sens ou pas? Pas chaque fois, je dirais. Parfois, ça peut être appliqué, mais peut-être pas systématiquement. Ou en tout cas, les huis clos n'empêchent pas, à mon sens, qu'il faut vraiment identifier les fauteurs de troubles de manière individuelle et puis qu'il y ait des poursuites judiciaires, civiles ou pénales pour les personnes d'une manière individuelle, en tout cas. Norden,
Jean-Louis, la dernière question avant la dernière question, est-ce que la numérotation des sièges plus les caméras installées dans les gradins et une bonne sensibilisation dans les écoles peuvent limiter ou éradiquer ce problème de violence? Les caméras, très clairement, oui. On voit que dans beaucoup de pays, par exemple en Angleterre, c'est très sophistiqué. D'ailleurs, la loi football belge oblige tous les clubs à disposer d'un matériel techniquement capable d'identifier les gens dans les tribunes. Donc ça, je pense que c'est indispensable, comme je l'ai dit, de pouvoir identifier les gens qui commettent des délits et de pouvoir les identifier par les caméras. Euh, la numérotation des fauteuils, ça Sièges? c'est un peu plus compliqué parce que parfois, quand les stades ne sont pas complets, ben, les gens vont s'asseoir un peu n'importe où, ou changent de place, etc. Par contre, ce qui a quand même fort changé au fil des années, c'est que pour acheter des abonnements ou pour acheter des tickets, ah ben, on s'est pris à acheter 10 tickets. Il faut vraiment que les tickets soient définis personne par personne. Donc, on sait quand même un petit peu qui rentre dans le stade. Et donc, les gens qui sont interdits de stade ne devraient pas avoir accès ni à des abonnements, ni à des tickets. Sensibiliser dans les écoles, oui, bien sûr. Bien sûr que tout ça, ça fait partie de l'aspect éducation dont je parlais tantôt. Il faut quand même rappeler à tout le monde que, voilà, que le football, ben, c'est un sport, c'est fait pour s'amuser. Ben, c'est gai de pouvoir un peu charrier ses copains. Au sujet du football, mais il faut que ça reste du second degré, quoi. Il ne faut pas que Est-ce ce qu'on soit doit pris. assumer, est-ce qu'on doit assurer l'anonymat d'un spectateur? Il doit absolument présenter une pièce d'identité. Ah, non, non, moi je suis pour il ne faut pas qu'il soit anonyme, il faut, comme je l'ai dit, que pour l'achat de ticket ou l'achat d'abonnement, que le club sache à qui il vend son ticket ou son abonnement, et que donc effectivement des gens qui sont répertoriés comme fauteurs de troubles ou qui sont interdits de stade n'aient pas accès au stade. C'est clairement, comme je le disais là tantôt, il faut que les sanctions soient appliquées et respectées. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait une responsabilité des clubs à ce niveau-là. Hein. Est-ce qu'on peut autoriser le public à fumer dans les stades de football? Ah, ça c'est une autre question. Ça a moins à voir avec la sécurité, ça a plus à voir avec la santé publique. Je sais pas, c'est une question difficile. C'est pas, moi, ça Parce me que, semble pas indispensable de fumer par pendant exemple, le match voir de un foot. match Hein. de standard, vous voyez des gens boire des bières autour du stade, quoi. Ouais, ouais, mais ça c'est sûr que c'est sûr que dans la tradition du football, ben, boire une bière, ça fait partie souvent du fait d'aller au football avec des copains et de boire une bière avant le match, à la mi-temps, et une bière après le match. Maintenant, moi, j'ai été une ou deux fois voir le Galatasaray en Turquie, à Istanbul. Je peux vous dire que là, y a de la tension, il y a de la violence, et que même quand il n'y a pas d'alcool ou de bière autour du stade. Hein, donc, euh, je ne suis pas sûr que. Alors, c'est sûr que parfois la bière fait que les gens contrôlent moins leurs émotions et qu'il y ait de la violence, mais il y a parfois, il peut y avoir de la tension, de la violence et de l'hostilité, même sans alcool et même sans bière autour du stade, hein, ça c'est certain. Merci Jean-Louis. Merci à vous, Merci d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir.